Hello tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo que j'avais très envie de faire. J'étais assez impatiente de vous la faire. Il s'agit de tous mes coups de cœur de l'année 2019. Alors je sais que j'arrive un petit peu après la guerre, mais j'ai beaucoup de mal à m'organiser en termes de dates avec les vidéos et un petit peu les dates à ne pas louper quand on est sur Booktube. Et au début j'étais pas très sûre de vous la faire parce que je me suis dit bon, t'as ouvert ta chaîne en février, tant pis, etc. Au final, je vous la fais quand même parce qu'il y a vraiment des bonnes lectures qui méritent qu'on en parle. Donc l'année dernière, j'ai lu 69 livres. Je suis très contente de ce chiffre. J'aurais bien aimé monter à 70 juste pour arrondir un petit peu, pour le côté un petit peu perfectionniste. Malheureusement, en décembre, j'ai eu cette fameuse panne de lecture dont je ne cesse de parler, mais qui m'a beaucoup handicapée ce début d'année, fin d'année 2019. Et là, je vais vous présenter 17 livres, je crois, donc je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas envie que ça dure 100 000 ans. Et je vais y aller mois par mois. Il n'y a pas de préférence parce que je serais incapable de vous lister par ordre de préférence ces 17 livres. Donc ce sera un petit peu chronologique plutôt. Il y a de tout. Il y a du young adulte, fantasy, contemporain, il y a de la romance, il y a du adulte, il y a pièces de théâtre, il y a de la non-fiction, voilà, il y a de tout. Donc on commence au mois de février avec 3 coups de cœur. Le tout premier, ça a été ma toute première lecture et il s'agit de 10 millions d'étoiles de Robin Rowe. Je le voyais beaucoup sur les chaînes anglophones, je crois que c'est A List of Cages qui s'appelle, et je voulais beaucoup me le prendre. Et en fait là j'ai vu qu'il avait été traduit, j'étais trop contente. Et quelqu'un l'avait décrit comme Le Monde de Charlie, le nouveau Le Monde de Charlie. Et Le Monde de Charlie, c'est mon livre préféré de Stéphane Chbosky. Il a marqué mes années lycée, donc j'ai sauté sur ce bouquin là. C'est hyper intéressant, c'est l'histoire de 2 garçons au lycée. Un qui est plus âgé que l'autre, et le premier il vit chez son oncle et je crois qu'il a des problèmes, qu'il est un petit peu autiste, je me souviens plus trop, mais en tout cas il a beaucoup de mal à traverser le lycée. Il a peu d'amis, voire pas, et ça se passe pas très bien dans sa vie en général. Et il va tomber sur ce deuxième garçon, lui ça va plutôt cool, et ils vont créer une relation très sincère, très chouette, qui est vraiment très belle à lire. C'est un livre qui est hyper émouvant, qui est touchant et qui parle d'un sujet très grave. Vraiment, moi, ça m'a bouleversé ce livre. Je l'ai terminé et j'étais en pleurs et j'étais très touchée. Et je le recommande, vraiment je le recommande, il se lit super vite et puis en plus il est très beau. En janvier j'ai aussi lu 21 printemps comme un million d'années de Camille Brissot. La couverture est très jolie et en fait je l'ai lu en un jour pour un rideathon. Il est écrit très gros et puis il est très court, donc je me suis dit que c'était le livre parfait pour ça. Et ça parle d'une amitié entre un garçon et une jeune fille. Et la jeune fille, elle souffre d'une maladie et il raconte son histoire à elle. Il raconte comment elle s'est battue contre la maladie, comment elle a su inspirer plein d'autres jeunes filles, et c'est très émouvant. Je l'ai terminé, j'étais en méga pleurs et ça donne beaucoup de bons sentiments et de foi en fait. De foi en l'amitié je dirais et en ces choses-là. Enfin c'était vraiment une très bonne lecture, très courte. J'en ai assez peu de souvenirs je dois dire, mais en tout cas je sais qu'elle m'a beaucoup touchée. Ensuite j'ai lu Amour solitaire de Morgane Hortin, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les meilleures romances selon moi. Donc je vais pas en dire beaucoup plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Mais vraiment c'est une romance voilà sous forme de SMS et c'est super bien, c'est hyper beau, c'est hyper poétique, c'est super bien mis en page, c'est hyper bien agencé, c'est hyper bien écrit, c'est trop beau. Et c'est hyper émouvant. Vraiment, c'est l'une des plus belles romances que j'ai lues de ma vie. Donc je le recommande à 300%. Ensuite, en février, j'ai lu le tome 2 de Caraval de Stéphanie Garber. Oui, de Stéphanie Garber. En anglais. En fait, j'avais lu le premier tome en français. J'avais beaucoup aimé, mais je m'étais dit, bon, je sais pas si je lirais la suite. Et en fait, j'avais quand même eu envie de lire la suite. Et comme elle tardait un petit peu à sortir en France, je l'avais achetée en anglais. Le problème, c'est que je l'ai lu au moment où elle était déjà sortie en France. Mais j'ai quand même voulu le lire en me disant que voilà, ça valait le coup, que c'était peut-être un petit peu de la fantaisie, mais je devais, parce que la fantaisie c'est plus dur à lire en anglais, et j'ai réussi, j'ai vraiment réussi. Je suis trop contente. Le livre est super beau et vraiment c'est trop bien, c'est un véritable page turner. Dès que je terminais un chapitre, il y avait une révélation, j'avais trop envie de lire la suite. Je l'ai bouffé hyper rapidement, c'était méga bien et on le finit, on est là genre non mais il me faut la suite en fait. Et j'ai eu de la chance parce que la suite ne devait pas tarder à sortir, donc je l'ai acheté dans la foulée et je l'ai lu dans la foulée. Et donc le 3e et dernier tome de Caraval, donc final, de Stéphanie Garber, a également été un gros coup de cœur pour moi. Alors lui par contre je crois qu'il est pas encore sorti en français, je ne sais pas du tout quand il sortira, mais je crois qu'il est sorti en anglais en mai, donc il devrait plus tarder à être traduit je pense, je sais pas du tout. Il est trop beau. Par contre, je suis dégoûtée parce que c'est pas du tout la même édition que j'ai. Je me suis trompée. J'ai pris une édition anglaise et une édition américaine, mais celle-ci elle est
trop belle. Et donc le dernier tome, il est super bien. Il y a toutes les réponses qu'on attendait, c'est toujours un page-turner, c'est hyper haletant. Il est gros mais on peut pas s'arrêter de le lire. Et vraiment c'est une de mes meilleures séries young adult et fantasy. Et depuis, je suis trop en manque, je cherche une série qui ressemble à ça et je ne trouve pas. Si vous avez des conseils de séries qui ressemblent à Caraval, mais dites-les moi parce que ça me manque tellement cet univers, cette magie, cette espèce de magic realism. Quand voilà, c'est un petit peu réaliste mais en même temps il y a de la magie un petit peu partout, qu'on a des garçons clichés mais pas trop clichés qui nous font rêver, qu'il y a cette espèce de complicité entre les personnages, que à chaque fin de chapitre on découvre quelque chose de nouveau et d'haletant qui nous fait dire bon, je peux pas m'arrêter là, faut que je continue. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, je cherche désespérément. En février de l'année dernière, j'ai eu la chance de faire mon stage dans une librairie indépendante près de chez moi, une librairie jeunesse. Donc faut savoir que des librairies spécialisées jeunesse en France, il y en a un tout petit peu plus de 50. Et dans la ville où j'habite, j'ai la chance d'en avoir une juste à côté de chez moi. Donc je suis trop contente. Et j'ai fait mon stage de licence là-bas. Il y a un moment où on m'a demandé d'ouvrir les colis le samedi matin avec les services presse. Et il y a notamment un livre que je voyais beaucoup passer sur les chaînes anglophones. Je savais pas du tout qu'il allait être traduit. Et j'ai ouvert, je l'ai vu. J'ai été vraiment agréablement surprise à tel point que la libraire m'a dit « Si tu le veux, garde-le, je te l'offre ». J'étais trop contente. Il s'agit de Sadie de Courtney Summers. Courtney Summers. C'est un espèce de thriller young adult. En fait, la petite sœur de Sadie a disparu. Tout le monde se dit bon bah voilà, elle est morte, on s'en fiche, on va pas pousser plus loin, c'est pas grave. Mais Sadie, elle tient vraiment à retrouver qui l'a tuée parce que elle a une petite idée derrière la tête et elle a envie de se venger. Donc elle va mener sa propre enquête. Parallèlement à ça, on va suivre un journaliste qui revient sur l'histoire quelques mois après, je crois, parce que Sadie a disparu. Donc on suit deux timelines, une première avec Sadie qui cherche sa sœur et une deuxième avec le journaliste qui enquête sur la disparition des deux filles et notamment la disparition plus tardive de Sadie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la partie sur Sadie se déroule vraiment avec le point de vue de Sadie, c'est hyper immersif, et la deuxième partie se déroule en mode interview. En fait c'est un podcast. On a des descriptions du journaliste et puis ensuite on a des interviews qui viennent compléter les dires du journaliste ou ses découvertes, etc. Et du coup, encore une fois, c'est très visuel, comme avec Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid que je vous ai présenté dans la vidéo de mon point lecture de février, que je vous conseille d'aller voir, qui est sortie, si je dis pas de bêtises, la semaine juste avant. Donc c'est hyper immersif, j'aime beaucoup ce genre de vidéo. Apparemment, en livre audio, c'est hyper bien. Et j'imagine. Et du coup, c'est hyper haletant parce que c'est un thriller, donc on a envie de savoir qui est derrière tout ça, on a envie de savoir ce qui se passe. Moi je suis pas très thriller, mais celui-là m'a vraiment beaucoup plu. Après, il fait pas très peur. J'ai une copine qui adore les thrillers et qui m'a dit avoir été un petit peu déçue de celui-là parce que c'est vrai qu'il est pas très sombre, il fait pas très peur, etc. Moi pour le coup, il m'a vraiment scotché. Et ça parle d'un sujet qui est hyper important, je trouve, et un petit peu glauque, mais vraiment trop bien. J'ai trouvé ça hyper cool qu'on en parle dans un livre young adulte. Il est vraiment, ce livre il est ouf. Vraiment, c'est un de mes livres préférés de 2019, je pense. Un de ceux qui m'a le plus marqué. Je l'ai lu en très peu de temps et j'en veux en fait. J'en veux encore. Les révélations à la fin, elles sont complètement surprenantes. La gamme de personnages qu'on a, elle est hyper révélatrice de la société américaine. C'est super chouette. En avril, j'ai lu un livre qui a été un coup de cœur. C'est un auteur français qu'on a beaucoup étudié en cours de littérature l'année de ma L3. Il s'agit de Laurent Godet. Et du coup, après, pour le plaisir, j'ai commencé à lire d'autres livres de Laurent Godet. On a étudié Eldorado et Écouter nos défaites. Et moi j'ai décidé de lire un livre pour lequel il a été primé. Je crois qu'il a eu le Goncourt. C'est Le Soleil des Scorta. Donc on est en Italie et on va suivre une famille qui est maudite parce que c'est un bandit, je crois. Il a violé une femme et de ce viol est née un petit peu la lignée des Scorta, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu maudits. Et on va suivre 3 générations. C'est trop cool. Moi j'adore les livres qui se passent en Italie parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, que j'ai jamais vu personnellement, mais que j'ai beaucoup étudié en cours. C'est vraiment le genre d'ambiance que j'adore, voilà, l'Italie avec cette espèce de dichotomie entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. C'est super intéressant. Et là on est en pleine Italie du Sud, dans la pauvreté, dans la chaleur, dans la fervente croyance en Dieu. Enfin, c'est hyper prenant. On se retrouve dans l'Italie, on sent les odeurs de basilic, de tomates et d'olives sur les petites bruschettas. C'est trop bien. Et puis en fait, comme on suit ces 3 générations de la même famille, on est pris dans cette famille. On a l'impression de faire partie des Scorta. Et ça, c'est trop cool. On évolue avec eux, on avance avec eux, et à chaque fois qu'il arrive un événement à l'un d'eux, on est presque
touché très très personnellement. Et Laurent Godet, il se sert à chaque fois de ses livres pour parler de sujets hyper importants. Notamment, il parle beaucoup d'immigration et on a tout un passage où les Scorta ils vont essayer d'aller aux États-Unis pour aller vivre voilà, le rêve américain à New York. Et on a cette partie où ils expliquent ce qu'ils y ont fait, pourquoi ils sont revenus, etc. etc. Et c'est vraiment chouette parce que c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays d'immigration et parfois ils ont peut-être un peu tendance à l'oublier, certains d'entre eux. Je trouve que c'est important de le rappeler, de rappeler comment ça s'est passé, d'où ça vient. Et il parle aussi des immigrés qui se servent de l'Italie pour arriver en Europe en fait. Et du coup de tout cette espèce de trafic qu'on a avec les passeurs qui font payer les passes hyper cher. Il y a des gens qui sont obligés de donner tout ce qu'ils possèdent pour réussir à aller en Europe. Là-bas ils n'auront plus rien et ce sera toujours la galère. Toujours mieux que de là où ils viennent mais toujours la galère. Et il y a un personnage du coup qui fait des passes comme ça, qui aide les immigrés à traverser pour arriver jusqu'en Italie ou ensuite pour arriver dans d'autres pays d'Europe. Donc vraiment c'est hyper cool. Laurent Godet il aborde toujours plein de sujets très poignants et il écrit super bien. Laurent Godet écrit merveilleusement bien, il y a toujours plein de phrases hyper belles et hyper touchantes. Je vous le recommande, il a écrit un paquet de livres trop bien. J'ai aussi lu La Porte des Enfers qui est très très beau. C'est le récit d'un père son fils il est mort dans une fusillade en Italie et il va traverser les enfers pour ramener son fils à la vie. C'est hyper symbolique, hyper beau. Voilà, c'est toujours très symbolique les livres de Laurent Godet, on peut étudier chaque passage et chercher le symbolisme partout. Il y en a plein. Et j'ai également lu de lui La mort du roi de Songor, qui m'a moins plu mais qui mérite vraiment d'être lu aussi. Donc si vous pouvez lire un Laurent Godet au moins dans votre vie, ça vraiment, il faut le faire. Le Soleil d'Escorta reste mon préféré, donc allez-y. Ensuite, en mai, si je dis pas de bêtises, j'ai lu Ça commence par moi de Julien Vidal. En fait, Julien Vidal, il a lancé un espèce de défi où chaque jour, il avait envie de faire une nouvelle action éco-citoyenne, éco-responsable, et de faire ça pendant 1 an pour montrer que c'était possible et que chacun à notre manière, on pouvait agir. Et du coup, il y a toute une partie introduction où il parle de son mode de vie, de comment l'idée lui est venue, comment le déclic s'est fait, et ensuite il y a un chapitre pour chaque mois. Et à chaque fin de chapitre, il fait un gros récap sur en gros les pratiques qu'il a mis en place ce mois-ci et pour nous inviter en fait à faire pareil. Si ça vous intéresse, il y a un site internet, ça commence par moi, avec plein d'idées, d'astuces, de conseils, etc. Je vous mettrai le lien, c'est vraiment super intéressant. Et si ça vous intéresse également, Julien Vidal a écrit un 2e livre, Ça va changer avec vous, qui est un petit peu la continuité de celui-ci, où cette fois il nous donne vraiment les outils pour vraiment commencer à s'y mettre pour de vrai, avec par exemple des autocollants stop pub, le calendrier des fruits et légumes de saison, voilà. En gros c'est le livre à acheter quand on est un gros feignant et qu'on n'est pas capable de le faire soi-même. Cela dit, il est super bien, il y a plein de bons conseils, il y a plein de choses complémentaires à celui-ci et d'aspects nouveaux qu'il a pas du tout évoqués dans celui-là, donc c'est super intéressant. Julien Vidal, il est hyper inspirant comme personnage. Moi je l'aime beaucoup et je vous le conseille vraiment parce qu'en fait, il se sert de cette excuse de une action éco-responsable par jour pour évoquer des sujets beaucoup plus importants. Il va notamment parler des banques et de leur influence sur l'écologie. Il parle vraiment de beaucoup de choses, de la manière de voyager plus éthique. Il fait tout un chapitre où il parle de voyage, tout un chapitre où il va parler de divertissement et de loisirs, tout un chapitre où il va parler de solidarité, redécouvrir les gens autour de soi, les commerces de proximité, etc. C'est super intéressant à lire, c'est hyper inspirant. On le finit, on se sent pas coupable de rien faire, mais on se sent la tête pleine d'idées, on se dit je vais faire plein de choses et c'est écrit de manière à ce que voilà, on ait cette liste là, on finit le chapitre et on a cette liste et on peut se dire je vais faire ça en fait. Je vais essayer de mettre ça en place, c'est des bonnes idées, etc. Et moi je suis super contente de ce livre parce qu'il m'a vraiment donné un élan positif, il m'a donné plein de bonnes idées et il m'a donné vraiment beaucoup d'envie d'avancer et de progresser. Je vous en parlerai bien encore plus, mais vraiment on est assez limité par le temps et en plus je l'ai lu en mai et du coup c'est plus très frais dans ma tête, mais je me souviens que vraiment c'était une lecture hyper enrichissante et très inspirante. Le genre de livre que j'ai envie d'offrir à tout le monde parce que ça se lit vite, c'est pas culpabilisateur, c'est hyper optimiste, ça donne envie d'aller plus loin, mais en même temps, ça donne vraiment envie de se bouger les fesses, quoi. En juin, j'ai eu 2 coups de cœur. Le premier, c'était hyper inattendu. C'est une copine de classe qui nous a proposé, à ma meilleure amie et moi, d'aller à une rencontre d'un auteur, et où il présentait son nouveau livre à la librairie du coin. Je connaissais ni l'auteur, ni le bouquin, rien du tout. Et en fait, le monsieur m'a beaucoup plu, il était
drôle, il était incisif, il était percutant, il savait parler de son bouquin, il savait parler de lui, et ça c'était super chouette. Et donc je suis ressortie avec le livre dédicacé par ce jeune monsieur. Il s'agit donc de La Citadelle de Eric Metzger. Apparemment il passe à la télé, mais je regarde tellement peu la télé que je serais pas foutue de vous dire où ou quoi. Et en fait ça se passe en Corse, il raconte son personnage, en fait il est assez égocentrique, assez narcissique ou quoi. Il va en Corse pour un festival de musique et au final il va tomber amoureux de la Corse et de la culture corse et tout ça. Donc il va y retourner tous les ans et donc on va suivre 4 années je crois pendant les vacances d'été où il va en Corse. C'est hyper chouette, hyper frais, vacances et tout, ça fait trop du bien à lire en juin et en plus ça donne vraiment très très envie de découvrir la Corse. Et puis en plus c'est touchant, le personnage principal il est assez touchant, il est un petit peu agaçant mais en même temps il est agaçant parce qu'il est humain et parce qu'il a des traits de caractère que peut-être des défauts que peut-être on retrouve chez nous aussi. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, ça se lit rapidement, il n'y a pas une intrigue complètement folle, hein, vraiment c'est un garçon qui tombe amoureux de la Corse et potentiellement d'une femme aussi, mais au final ça donne envie de le continuer, c'est hyper humain, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de belles choses. Il y a aussi des sentiments moins bons, on a quand même un petit peu de tristesse, un petit peu de colère, de la frustration, mais c'est trop cool en fait, quand on ressent un torrent d'émotions pareil, c'est hyper chouette. Ce qui m'a surtout beaucoup plu avec ce livre, c'est que c'est arrivé un moment dans ma vie où j'étais un peu paumée. C'était la fin de la L3 et on devait tous décider de ce qu'on allait faire plus tard. On était tous hyper stressés par les partiels, par les résultats et tout. Et moi j'hésitais beaucoup entre aller à l'université à Montpellier ou aller dans une école à Lyon. Je savais pas trop, j'avais été acceptée dans les deux et j'hésitais beaucoup. Il m'a dit en gros on vit qu'une fois mais peu importe ce qu'on fait, il n'y a pas de mauvais choix. Donc peu importe ce que tu fais, tu peux toujours revenir en arrière. Enfin il n'y a pas de choix qui est inéluctable ou t'as toujours la possibilité de revenir en arrière et de faire autre chose après. L'important c'est d'essayer et ça m'a vraiment fait super plaisir. Il m'a mis une petite dédicace. Et du coup, j'ai été à Montpellier. J'en suis revenue. Et aujourd'hui, je fais quelque chose de complètement différent, mais voilà, tout ça m'a forgé, m'a fait grandir et je suis très contente. Et je pense que ce livre, si je l'avais lu à une autre période, il aurait peut-être pas fait partie des coups de cœur, mais voilà, je l'ai lu à cette période-là et j'en avais besoin. Ensuite, j'ai lu une pièce de théâtre de Wajdi Mouawad qui s'appelle Incendie. En fait, cette pièce, donc cet auteur, je l'avais déjà travaillé en cours, mais j'avais pas lu d'autre chose de lui que Anima, un livre assez violent, roman, mais qui est super bien. Et en fait, mon père fait du théâtre. Et il a joué dans Incendie, qui était représenté à la fac. Je crois que c'est un étudiant qui mettait la pièce en scène. Il y avait une fille de ma classe et il y avait mon papa, donc j'ai été voir la pièce. C'était que la première partie, le livre est découpé en plusieurs parties. Et en gros, le metteur en scène, il a coupé en 2 parties. Et donc là, mon père ne jouait que dans la première partie. Et ça m'a bouleversée. La pièce m'a bouleversée. Déjà, elle était super bien mise en scène. Et ensuite, le texte est magnifique. Les acteurs étaient trop bons. Donc, je sais plus du tout qui jouait dans la pièce exactement. Mais la fille de ma promo qui a joué dedans, si tu passes par là, Célia, hyper touchant. Ça m'a bouleversée. Et puis, il y a 2 autres acteurs aussi qui m'ont vraiment bouleversée. Le livre, il est hyper beau. Il est super beau. Et du coup, moi, j'ai lu le livre en entier. Donc, la deuxième partie qui était pas au théâtre, je l'ai lu aussi. Et oh punaise. C'est hyper dur à lire, c'est horrible. Mais Wajdi Mouawad, en fait, il est libanais, si je dis pas de bêtises, et il a dû fuir le Liban à cause de la guerre. Il est canadien maintenant, mais du coup, il parle, dans chacun de ses livres, il parle du Liban, de la guerre au Liban, etc., etc. Je m'y connais très mal en histoire du Liban, de toute cette partie du monde en général, mais à chaque fois il ose montrer les horreurs en fait. Il ose montrer les horreurs des 2 camps, ce qu'ils font subir aux réfugiés, ce qu'ils font subir aux otages, ce qu'ils font subir aux civils et ce qu'ils font subir dans les prisons, etc. C'est horrible en fait, mais on a besoin de lire ce genre de choses pour se dire voilà, ça existe, ça se passe dans le monde et nous on est là les bras ballants pendant que ça se passe. Et c'est juste horrible, mais en même temps c'est une super belle histoire de famille, une super belle histoire d'amour, une super belle histoire de racines et d'héritage et de guerre. Et vraiment, je vous le conseille. D'ailleurs, en parlant, je me suis donné envie de le relire, quoi. Et je crois qu'il y a eu un film de Incendie, je l'ai personnellement pas vu, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir en pièce de théâtre, mais allez-y, ça vaut vraiment des trucs. Alors en juillet, j'ai très peu lu. Je sais pas, je sortais beaucoup avec mes copines, avec mon amoureux, on profitait tous des grandes vacances et de la fin des études et tout ça, donc j'ai très peu lu. En août, j'ai repris les lectures et il y avait notamment la rentrée littéraire qui me donnait très envie avec beaucoup de belles choses. Notamment un livre de Mathieu Palin aux éditions L'Iconoclaste. C'est des éditions que j'adore, je les trouve trop belles déjà. Elles ont toutes la même, un petit peu le même design et j'adore, la police. Je l'adore. Et donc ce livre donc, de Mathieu Palin, Sale gosse, je l'ai lu parce que le résumé me tentait pas mal. Et en fait,
Ça a été hyper bouleversant. C'est l'histoire, je sais plus si c'est un monsieur ou une madame, donc déjà ça commence bien. C'est une personne qui travaille à la protection de l'enfance. Je sais plus comment ça s'appelle, la J machin truc, bon bref, je sais plus. La protection de la jeunesse et de l'enfance, peut-être, quelque chose comme ça. Et donc en fait, elle s'occupe de jeunes, elle les insère dans des foyers, elle les suit régulièrement pour savoir si scolairement ça va mieux, psychologiquement, etc. Si ils ont des ambitions, s'ils arrivent à s'y tenir, etc. Et donc elle nous raconte plein de cas hyper durs qu'elle a eu, et donc c'est horrible. Et elle nous raconte, elle va suivre particulièrement un garçon, Wilfried, quand il est bébé et qui se fait abandonner par sa mère, enfin quand il est repris à sa mère pour aller en foyer, jusqu'à ses 18 ans je crois. Et donc on va suivre tout ça, la mise en foyer, l'adaptation à la nouvelle famille, le passé qui revient, qui est assez dur, ce que ça implique sur son caractère, sur lui-même, sur qui il est, etc. C'est hyper touchant, et en plus ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un livre français qui se passe dans la France des banlieues, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est touchant parce que c'est parfois des choses que j'ai déjà pu voir dans mon école ou dans mon village. C'est souvent j'entends « Ah, tel jeune il vient d'un foyer ». Et moi j'avais une certaine image des foyers qui était assez floue, assez vague, etc. Et là c'était là devant moi, et c'était des réalités qui arrivaient tous les jours dans mon voisinage, dans mon lycée, etc. Et c'est hyper triste de se dire qu'encore aujourd'hui il y a ce genre de comportement de la part des parents qui font des enfants pour leur faire subir des traitements absolument horribles, qui s'en occupent pas, ou pire, qui les maltraitent. Ça les détraque complètement, les gosses, et après les gosses ils sont complètement perdus, et on les pointe du doigt parce que c'est leur faute, etc. Enfin vraiment c'était hyper touchant. On termine ce livre, on a plein de choses qu'on pensait qui sont complètement démontées. On remet tout le système de notre société en question. C'est super intéressant. C'est hyper poignant aussi au-delà de ça, parce que c'est des humains qui sont très proches de nous. Enfin, à moins que vous soyez pété de thunes et que vous viviez vraiment dans une réalité complètement différente. Mais moi en tout cas, c'est des jeunes qui sont assez proches de moi, je trouve, des réalités qui sont très proches de moi et que j'ai appris à mieux connaître et à mieux découvrir, donc ça m'a beaucoup ouvert l'esprit aussi, et ça c'était chouette. C'était pas particulièrement bien écrit parce que c'était écrit de manière assez sommaire, j'ai trouvé. Pour ce qui concernait les dialogues, l'auteur il a vraiment essayé de reprendre le dialecte vraiment parlé qu'on a aujourd'hui, donc quand on parle dans la rue avec des potes ou avec des collègues, et donc ça c'était cool, mais du coup c'est vrai que c'est pas la façon de parler la plus jolie qui existe, mais c'est encore plus immersif. Ce qui m'a d'autant plus touchée avec ce livre, c'est qu'à un moment donné, je voulais travailler dans ce domaine-là, travailler dans la protection de l'enfance, dans la réinsertion pour les jeunes, ce genre de choses. Cette idée, elle est rapidement passée parce que je sais que j'ai pas les épaules pour, mais ça m'a fait du bien de lire ça, et ça m'a donné envie d'agir pour ces jeunes, de faire des choses pour ces jeunes. Ça m'a donné envie de me bouger les fesses. Bon, ça m'a aussi fait comprendre que c'est vraiment quelque chose de difficile, c'est vraiment quelque chose de psychologiquement assez insoutenable, assez difficile, il faut être accroché. Mais c'est bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient le courage, la force et la volonté de faire ça. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille. De toute façon, tous les livres de l'Iconoclaste, c'est rarement des déceptions, je trouve. C'est toujours assez original, très chouette, bien écrit dans la mesure du possible, certains mieux que d'autres, et puis qui traite de sujets très proches de nous et puis très touchants, très durs aussi parfois. Donc vraiment, toujours des bonnes lectures. Ensuite, j'ai lu Le nom secret des choses de Blandine Rinkel, qui parle d'une jeune fille qui va à la fac. Elle vient d'une petite ville de province et puis elle va à la fac à Paris. Donc il y a toute cette espèce de microcosme des étudiants à Paris, notamment dans les grandes villes, pas que Paris. Et moi je le sais, j'ai été étudiante, donc pas à Paris, mais j'ai été étudiante quand même. C'est vraiment un microcosme à part où tout le monde essaye de prouver tout et n'importe quoi au reste du monde. On essaye de prouver que on est intelligent donc intéressant, ou intéressant donc intelligent. Et ma grand-mère avait coutume de dire la culture c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale. Et pour le coup j'ai eu affaire à beaucoup d'étudiants qui avaient assez peu de confiture et qui étalaient beaucoup le peu qu'ils avaient. Et c'est dommage parce que du coup on est face à des clichés en fait. Cela dit, donc j'ai reconnu beaucoup de personnes que j'avais connues dans ma vie étudiante, mais j'ai également reconnu un petit peu de moi aussi, parce que quand on est étudiant, qu'on arrive à la fac, on est tous en train de se chercher. On sait pas trop à quel monde on appartient. On n'est pas encore un adulte, mais on n'est plus un ado. On est dans un monde qui est tout à fait à part et il y a plein de possibles. On sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on fait. On essaye de prouver plein de choses aux gens. On essaye d'être le plus intelligent et donc le plus intéressant possible parce qu'on a l'impression que c'est lié alors que pas du tout. Et c'est hyper fatigant.
Une fois qu'on a compris que c'était fatigant et que c'était complètement vain, on se sent libéré d'un poids. Mais du coup, ce livre, il parle de ça, il parle des soirées, des cigarettes, des copains, de l'alcool et tout, et de tout ce qui va avec ce monde étudiant, de toutes ces découvertes, de tout ce qu'on a l'impression d'avoir à portée de main. Et on a l'impression d'être le premier à découvrir tout ça, on a l'impression d'être complètement unique, que personne n'a jamais vécu toutes ces expériences, que personne n'a jamais ressenti toutes ces sensations et ne s'est jamais posé toutes ces questions, alors qu'on est un étudiant parmi des milliards. Donc c'est super chouette. Et puis aussi, c'est un livre qui pose beaucoup de questions sur l'identité. Qui on est, qui on veut devenir, qu'est-ce qui définit notre identité. Il y a beaucoup de cette question aussi du prénom, du nom qu'on donne aux choses, du nom qu'on se donne à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire sur nous, qu'est-ce que ça veut dire sur notre passé, notre héritage, notre futur. Il y a beaucoup cette question du déterminisme social aussi qui est super intéressante. Et en fait, l'héroïne, elle va rencontrer une jeune fille à la fac et elle va l'idolâtrer. Et il y a aussi donc toute cette question de créer sa personnalité par rapport à soi-même, par rapport à quelqu'un d'autre. C'était hyper intéressant et à la fin, l'héroïne, elle redescend un peu sur terre en se disant bon, au final, je suis étudiante, certes, mais ça me définit pas pleinement, c'est pas ça qui va faire de moi qui je vais devenir en soi, c'est ce que moi je décide de faire de ma vie. C'est super bien écrit, c'est super beau, ça fait poser plein de questions sur plein de choses. Vraiment, c'était une très belle lecture. Ensuite, j'ai lu Planète Vegan de Ophélie Véron, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur le végétarisme / véganisme, donc je vais pas trop en reparler. Si vous voulez mon avis sur ce livre, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Mais super lecture, elle aborde plein de points, elle donne plein de conseils, elle met à mal plein de préjugés, de présupposés, etc. C'est super intéressant. On ressort de là, on a envie de se documenter sur plein d'autres trucs, sur le véganisme, on a envie de faire plein de nouvelles recherches. Et moi en tout cas, c'est une copine qui me l'avait offert à mon anniversaire quand j'étais végétarienne, avec pas forcément l'envie ou quoi de devenir végane, mais je commençais à me poser des questions, donc je l'ai lu, et vraiment ça a été une super découverte. Je pense qu'il a joué à 50% dans ma décision de devenir végane. Les 50% restants, c'était le fait d'être entourée de plein de personnes pleines de bons conseils et déjà véganes, ce qui aide beaucoup. Donc vraiment, je le recommande. Que vous soyez végane ou pas, ça ouvre des portes de réflexion, ça pose des questions, vraiment. C'est une super lecture, mais j'en ai déjà parlé, donc je ne m'arrête pas plus. Ensuite, un petit livre en anglais que je voyais beaucoup passer sur les chaînes anglaises, donc je me suis dit, voilà, il est peut-être temps que je le lise. C'est Every Hurt a Doorway, super accent, de Shannon Maguire. Voilà, Every Hurt a Doorway en français. Plutôt en allemand là. C'est un tout petit livre mais il est super chouette. Il parle de tous ces enfants qui reviennent de monde magique et comment ils le gèrent. Par exemple, Alice dans Alice au Pays des Merveilles, quand elle revient du monde dans lequel elle a été, comment est-ce qu'elle le gère, comment elle gère le décalage, comment ça se passe. Et ben ça parle de tout plein de personnages comme ça qui ont été dans des mondes magiques et qui reviennent et qui font des dépressions parce que le monde normal leur plaît pas du tout ou quoi. Et du coup il y a une adulte qui a créé une école pour ces personnes là qui leur aide à gérer leur retour à la vie normale et qui les aide à mieux se réadapter, etc., à plus vouloir forcément y retourner avec ardeur. Donc c'est super chouette et en soi ça parle de plein de mondes qu'on ne fait qu'esquisser parce que les enfants ils en reviennent donc ils en parlent par bribes, mais ça nous donne envie d'aller dans tous ces mondes là et ça nous donne envie d'aller finalement dans le monde de ce livre qui est un monde à part entière. Et en plus de ça il y a une espèce d'intrigue policière avec des meurtres au sein de l'école, donc on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop qui fait ça, donc on va essayer de le découvrir. C'est hyper chouette. C'est dommage parce que c'est très court, il y a vraiment moyen de faire vraiment plus, d'approfondir vraiment beaucoup plus l'histoire, mais c'était vraiment super chouette. C'est le genre de récit un petit peu fantastique comme je les aime beaucoup, donc c'était cool. Elle en a écrit 2 autres, mais c'est pas des suites en tant que telles, c'est un petit peu ça se passe dans le même univers, mais c'est pas une suite. Mais vraiment il était super chouette, c'est une trop bonne lecture qui se lit hyper vite et qui nous fait complètement oublier notre monde à nous, notre vérité à nous, notre réalité, et qui nous fait plonger dans ce livre, c'est trop bien. Ensuite j'ai lu Les eaux des filles de Lynn Papin, qui parle, en fait Lynn Papin elle est vietnamienne d'origine, elle a vécu pendant 10 ans au Vietnam et ensuite elle est venue vivre en France avec ses parents, et donc elle parle de ça, de sa vie au Vietnam, de comment ses parents, mère vietnamienne et père français, comment ils se sont rencontrés au Vietnam, comment ils ont vécu au Vietnam, comment voilà une famille métisse vivait au Vietnam dans cette période-là, et les 10 premières années de sa vie. Donc c'est super cool, on découvre le Vietnam, c'est trop bien. Elle a peu de choses, et vraiment ils ont peu de jouets, ils ont peu de la nourriture, voilà, ils ont pas des trucs fastueux comme chez nous, ils sont plutôt pauvres au Vietnam, mais elle découvre tout ça et elle nous le fait découvrir et c'est super intéressant. C'est toute une culture que personnellement je connaissais pas. Et ensuite elle nous raconte l'arrivée en France qui a été assez difficile parce qu'il faut se réintégrer à toute une culture, et en fait elle sait parler français puisque donc son père était français, elle a de la famille en France, mais elle se sent pas du tout à sa place, elle se sent pas bien, elle arrive pas à s'intégrer parce qu'elle connaît pas du tout la culture en
fait, elle connaît pas les noms importants qu'on a en France, elle connaît pas tout ce qui fait un petit peu notre identité de français. Du coup elle doit réapprendre une culture, donc elle parle de cette difficulté là, à se faire comprendre de ses parents, voilà, à raconter son mal-être, elle comprend pas pourquoi ils ont dû quitter sa petite ville du Vietnam, à se réintégrer quelque part, etc. Et quelques années plus tard elle retourne au Vietnam et tout a changé, les gens ils pratiquement la reconnaissent pas, elle reconnaît pas du tout son Vietnam, elle est vraiment en fait entre le Vietnam et la France constamment dans toute sa vie, ce qui a beaucoup joué sur son psychisme. C'est vrai qu'elle a eu une période de trouble du comportement alimentaire, justement due à ça parce qu'elle savait pas où elle appartenait. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours cette question dont on parle pas trop dans la migration, mais au final les gens qui sont contre la migration sont constamment en train de dire oui mais ils veulent pas s'adapter à notre culture. C'est hyper difficile de s'adapter à une nouvelle culture, qu'on parle la langue ou qu'on la parle pas, parce qu'il n'y a pas que la langue en fait, il y a tout ce qui va autour, toute la culture, la cuisine, les croyances, l'éducation, il y a tout qui est différent et il faut s'adapter, c'est hyper difficile et ensuite on revient dans son pays d'origine, on n'est plus non plus adapté et en fait on a créé une espèce d'identité hybride entre les deux, un espèce de métissage culturel et identitaire qui est hyper spécifique à la situation de chacun et du coup c'est souvent le problème en fait de certains immigrés qui ont du mal à s'adapter à la culture française et du coup qui sont pointés du doigt et qui ensuite chez eux sont pointés du doigt. En Italie, pendant les grandes périodes d'immigration aux États-Unis, il y avait toute cette question de bastardo. Bastardo, c'était les personnes qui étaient plus italiennes mais pas américaines et qui savaient pas à quel pays elles appartenaient. Et je trouve qu'elle en a parlé hyper justement. C'est dommage parce que c'est un sujet qui est assez peu abordé et qui devrait l'être plus. Moi j'ai trouvé que c'était hyper bien. En plus toute la partie où elle parle du Vietnam c'est hyper intéressant. Elle parle aussi de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère au Vietnam. Donc on a toute une partie de l'histoire vietnamienne qui est abordée. C'est vraiment quelque chose que je connaissais peu et qui m'a vraiment beaucoup plu et intéressée. J'ai également lu Hazelwood de Melissa Albert, le premier tome que j'ai pas parce que je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je ne l'ai pas. C'est super chouette, c'était vraiment une trop bonne lecture, c'est typiquement le genre de livre un petit peu fantastique young adulte que j'adore lire. En fait, la jeune fille, la protagoniste, dont je ne me souviens plus le prénom, elle vit avec sa mère, elles sont un petit peu toujours sur les routes, elles restent jamais à un endroit fixe très longtemps, souvent parce qu'il leur arrive toujours un petit peu des couacs assez bizarres, par exemple la voiture qui est remplie d'eau avec des poissons dedans, elles comprennent pas, elles ouvrent la porte et l'eau elle tombe, et là la mère décide que hop, il faut y aller, et la gamine elle comprend jamais pourquoi. Et donc là elles sont installées à New York, tout se passe plutôt bien, seulement la jeune fille n'a jamais le droit de parler de sa grand-mère, n'a jamais le droit de parler voilà, de leur vie avant, etc. La grand-mère c'est une grande écrivaine qui a écrit apparemment un recueil de contes un petit peu fantastiques, très connu, les contes de l'Hinterland, et la jeune fille, sa mère lui interdit de les lire, lui interdit de parler, lui interdit de poser des questions sur sa grand-mère, de faire des recherches, etc. C'est vraiment assez strict là-dessus. Et un jour, la mère disparaît. Et il y a un message de l'Hinterland, voilà, l'Hinterland est venu te chercher, nanana. Et la gosse elle commence à se poser des questions et à se demander en fait qu'est-ce que c'est que l'Hinterland, qu'est-ce qui se passe dans les contes de sa grand-mère. Alors elle va essayer de retrouver sa mère en allant chercher sa grand-mère, parce que apparemment c'est là que sont les réponses aux questions. Et elle va notamment croiser toute une gamme de personnages de l'Hinterland qui sont sortis du livre pour venir dans la vie de tous les jours. Ils sont un petit peu plus obscurs que ce qu'on aurait pu penser et franchement c'est génial. C'est une gamme de personnages que j'ai trouvé absolument géniale. Ils sont trop cool, ils sont hyper originaux, ils sont badass, ils sont méga cool. Et du coup, elle va découvrir le monde que sa grand-mère a créé, ce que ça implique, etc. Il y a plein de révélations, c'est un énorme page-turner, c'est trop bien. Il y a eu quelques facilités scénaristiques par moments, mais que je pardonne vraiment entièrement parce que c'est hyper immersif comme livre. On se sent plongé dedans, on est trop bien, et en même temps, c'est le genre d'univers où on a envie d'aller parce que ça a l'air chouette, mais c'est de la magie un peu obscure quand même qui fait que voilà, ça fait peur quoi. Par exemple, voilà, typiquement vous avez l'image d'une forêt avec juste une petite fille en train de découper des images en chantonnant quoi. C'est à la limite du film d'horreur. Ça fait un petit peu penser à Tim Burton, je trouve l'univers un petit peu magique mais sombre, avec toute cette gamme de personnages hyper intéressante, originaux, tous des personnages très originaux mais en même temps complètement dingues quoi. Et c'est génial, la révélation de la fin, elle vaut carrément la lecture, vraiment je vous conseille ce livre. Il y a le tome 2 qui vient de sortir en anglais, qui s'appelle The Night Country, que j'ai dans ma pile à lire. Je vais le lire le plus rapidement possible et je vous en parle très vite si possible. Je sais pas quand est-ce qu'il va être traduit mais vraiment trop bien. Et ensuite on passe à ma dernière lecture de l'année. Gros coup de cœur, c'était un livre hyper attendu, je vous fais pas de suspense plus longtemps. La Passe Miroir, le tome 4, La Tempête des échos de Christelle Dabos. Alors j'adore La Passe Miroir, c'est ma saga jeunesse préférée. J'adore Harry Potter mais sincèrement dans mon cœur je pense que La Passe Miroir elle se bat en duel avec Harry Potter, si ce n'est tout petit peu au-dessus. C'est vraiment une super saga avec un univers
hyper riche, des mondes hyper foisonnants, hyper originaux, avec plein d'inspirations mythologiques de toutes parts, des personnages trop attachants. Moi j'ai un gros coup de cœur sur Archibald pour les 2 premiers tomes, et les 2 derniers tomes c'est plutôt Thorne, mon gros coup de cœur. Dans celui-là c'est carrément Thorne. Voilà, on a une intrigue qui est hyper prenante. Là dans ce tome-là j'ai trouvé que par moments c'était un peu compliqué, ça partait beaucoup dans des chemins très compliqué, mais à la fin on a vraiment les réponses à toutes nos questions, c'est trop bien. La fin elle est hyper poignante, j'ai pleuré comme pas possible, je l'ai relue plein de fois. Elle est trop belle, touchante, et en même temps elle est affreuse. On est là genre mais non Christelle, tu peux pas nous laisser comme ça. C'est trop cool, je recommande vraiment La Passe Miroir, c'est une super série. Et là ils sont en train d'être tous traduits dans différentes langues. Je suis trop contente du succès que ça a. J'étais trop contente de lire le dernier tome parce que je l'attendais vraiment avec une énorme impatience. Mais je suis aussi trop triste que ce soit la fin. C'est vraiment une ère qui s'achève. Mais voilà, je suis trop contente de toutes mes belles lectures de cette année. L'année 2020, elle a moins bien commencé en termes de lecture, mais j'espère qu'on va vite rattraper le coche. Et j'ai hâte de vous faire de nouveaux points lecture parce que c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu long parce que vraiment il y avait beaucoup de livres à présenter. J'ai essayé d'être concise et de pas trop me répéter avec toujours les mêmes adjectifs ou quoi. J'espère que je vous aurai donné un petit peu 2-3 envies. Dites-moi si vous avez envie de rajouter des livres à votre pile à lire grâce à ma vidéo. Vous n'hésitez pas à me conseiller. S'il y a un livre qui vous a fait penser à un autre livre que j'ai pas lu, conseillez-les-moi, moi j'adore lire des nouvelles choses. Et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine.